Bonjour, mon nom est Luc Brodeur, je travaille pour Agrimarché et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, on va commencer le référencement Apple et Spotify. Allez donner une belle note de 5 étoiles, ça va aider à être mieux positionné dans les classements, dans les catégories de recherche. Puis aussi, le Patreon à patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois pour encourager une production qui est complètement indépendante, en plus d'avoir des exclusivités exclusives. Comme Dionne et Couture à mettre les pendules à l'heure, Christian équipe de 1 et le Team Patreon. Le Team Patreon, c'est quoi? C'est un Zoom qu'on se fait le dernier mercredi du mois avec les abonnés Patreon, ceux qui ont le temps de venir participer. Puis on jase de tout puis de rien. C'est un petit moment le fun à passer. Allez, aujourd'hui, j'étais avec un de mes représentants, parce que j'ai plusieurs représentants qui viennent chez nous, Luc Brodeur. Salut! Salut Luc, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, Luc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. On s'est perdu de vue. Oui. Puis à un moment donné, pouf, on s'est retrouvés. Fait que, tu sais, je me souviens de toi, quand on avait été chez Semico, entre autres, là, oui. Tu t'occupais du maïs. On va en reparler un petit peu plus, là. Puis après ça, tu as quitté ce domaine-là. Tu es revenu dans le domaine de la vente. Puis là, t'es devenu un de mes représentants. Fait que je suis bien content de te revoir aussi. Bien content, moi aussi. Un gros merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Écoute, Luc, moi, ce que j'aime dans les podcasts, c'est de faire découvrir du monde. Oui. Faire découvrir des nouvelles productions. Tu n'es pas producteur, mais c'est pas grave. On accepte pareil. Ça fait partie de l'agriculture, ce que tu fais. On a besoin de vous autres. Tu vas nous expliquer un peu ton cheminement. Tu sais, les origines. T'as-tu une origine agricole, entre autres? Ben écoute, mon grand-père était producteur de porc, un gros producteur de porc. Dans le temps, on s'entend, là, c'était 10 000 porcs qu'il y avait. On parle de quelles années? Écoute, ça doit faire une 60 ou 70 ans. Là, ça fait... 10 000 porcs, là, 70 ans? Ah ouais, non, c'était gros. Là, avait-tu un abattoir qui était capable de pogner ça? Écoute, je peux pas te le dire parce que je l'ai pas vécu. Mon père l'a vécu, mais moi, j'étais trop jeune. Là. Non. Mais il a été le premier à avoir des moulanges. Il était dans les mêmes années où Ménard commençait à faire sa meunerie. C'était dans les mêmes années. Lui, il était dans les coins de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Hilaire, tous ces coins-là. Là. Il y avait plusieurs porcheries. Là. Fait que c'était pas loin de 10 000 porcs. Là. OK, en tout et partout. Exactement. Fait que c'était très gros. Oui, je proviens d'une famille agricole, mais je ne l'ai pas vécu en tant que tel jeune. Là. OK, parce que là, ton grand-père, à un moment donné, il a eu du trouble. Oui, bien, une maladie. On s'entend, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance comme aujourd'hui. Fait qu'il a tout perdu ses parts. Fait qu'il s'est relancé en coupe forestière. Fait qu'il s'est acheté des camions, des Lumberjack, il s'est mis à bûcher dans ce temps-là, il y avait beaucoup de beaux bois. Fait qu'il s'est relancé en foresterie. Et puis, aujourd'hui, ben mon frère est en agricole, mon frère a une ferme, puis moi, ben je travaille en agriculture comme représentant. Fait que c'est une passion, j'adore ça. Je ne m'ennuie pas comme métier. Non, ben ça, c'est bien certain. Là, vu que tu viens, ton grand-père était agriculteur, mais ton père, il l'était pas. Ton père, lui, a pogné un autre métier parce que quand il a... Ben, comme je te dis, comme quand ils ont perdu les porcs, ils se sont lancés en foresterie. Puis là, mon père a travaillé pour quelques années pour son père. Mais après ça, il a parti son métier, puis il a fait. Puis, tu sais, on s'est comme éloigné de l'agriculture pendant plusieurs années. Mais c'est comme revenu. Mon frère, pas le plus jeune, mais le troisième, lui, il tripait ses oiseaux. Fait qu'aujourd'hui, il est producteur de caille depuis déjà plusieurs années. Il a déjà eu son abattoir, son couvoir, puis il faisait sa propre production. Ça a déjà venu très, très gros. Aujourd'hui, il est un peu plus petit, mais c'est un bon producteur de caille.
Puis moi, ben, en retournant à l'école en 95 jusqu'en 98 à l'ITA de Saint-Hyacinthe, j'étais allé faire ma formation en horticulture fruitière légumière, fait que spécialisé fruits et légumes, mais grande culture aussi. T'étais allé à l'ITA en 95? Oui. La même année que moi que j'ai commencé à l'ITA. Possible. Je me rappelle pas de t'avoir vu là, par exemple. Ah, moi, j'étais tranquille. J'étais tranquille. Tu sais, on était dans le groupe qui s'appelait le GEEA. Ouais. Groupe d'étudiants énergétiques et alcooliques. Ouais, c'était plus... Ça bougeait plus que moi. Ouais, ben là, toi, tu sais, moi, quand j'ai rentré là, j'avais 17 ans. J'ai eu mon 18. J'avais fêté ça au Bistrot Sicotte. Je sais pas si t'en souviens. Ouais, mais moi, j'étais plus vieux quand je suis rentré. Là. Ouais, c'est ça. T'es plus vieux que moi, toi, là. J'avais 27 ans. Moi, je m'appelais mon nom. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait de la snout. Oui. Moi, j'étais gardien de but là-dedans, puis on avait notre équipe, puis moi, mon nom, en arrière de chandail, c'était le vieux. OK. Fait que moi, j'avais 27 ans quand je suis retourné aux études. Fait que je suis reparti à un métier à cet âge-là. Je suis sorti à 30 ans, puis j'ai reparti en agriculture à partir de cet âge-là. Question de même, comment tu files à l'école quand t'as 10 ans de plus vieux que tout le monde? Mon cœur avait 18 ans, je pense. OK. Sérieusement, ça a vraiment bien été. J'avais une belle gang, je me suis bien intégré, puis j'ai vraiment trippé sur ce cours-là. L'ITA de Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une école extraordinaire pour l'agriculture. Puis j'ai jamais regretté mon choix. Ça a été le début d'un nouvel ère pour moi là, comme métier. Là. Ben, je veux dire, tu sais, nous autres, quand on se retrouve à l'ITA les premières années, là, c'est un peu comme quand tu mets des torts au parc le printemps. Là. On sort de chez nos parents, Chris, puis on trouve avec juste des chums. Exact. On tombait fou pas mal. Mais... tu sais, ben, on sortait pas mal, tu sais, je veux pas. Mais là, tu sais, à 27 ans, on s'entend que t'as peut-être une vie un peu plus rangée qu'un gars de 17 ans. Ouais, là. Mais j'avais pas d'enfant, puis, tu sais, j'étais avec ma conjointe dans ce temps-là. Je travaillais un peu, mais j'avais du temps. J'avais quand même du temps, puis comme je te disais, on avait vraiment une belle gang. Je pense que j'ai servi peut-être de modérateur, peut-être justement aux jeunes de 18-19 ans là, qui venaient étudier. Mais tu sais, on avait vraiment une belle gang, une belle chimie, puis le 3 ans, ça a passé comme un éclair. Fait que j'ai adoré ça. Oh oui, mais c'est une belle école, Saint-Hyacinthe. Là, non, si j'avais une année, mettons, à revivre dans ma vie, là, ce serait celle-là. Ah, exact. C'est vraiment une belle place, des profs passionnés, puis une belle place pour un bel environnement pour apprendre. Oh oui, mais. Fait que là, tu as suivi ce cours-là, horticulture, parce que tu étais spécialisé un peu plus dans les petits fruits. Oui. En sortant de l'école, tu es allé où? Ben, j'ai pas commencé tout de suite en agriculture parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans les fruits et légumes. Fait que moi, j'étais dans l'agroalimentaire depuis que je suis tout jeune. Ça a pris 1 an et demi. Puis après ça, je suis rentré chez Semico comme directeur de produits. Fait que à l'époque, je m'occupais du maïs soya pour la compagnie Island qui était en Ontario. Ouais. Pas si les gens se rappellent de ça. Aujourd'hui, c'est plus là, ça a été racheté, là, mais c'était une compagnie familiale qui était située pas loin de Blenheim, pas loin de Chatham, exactement. Une super belle place. C'était vraiment des bonnes personnes. Là. W.G. Thompson, la famille W.G. Thompson. C'était vraiment une belle gang, puis j'ai vraiment appris beaucoup avec eux. Fait que j'ai été 5 ans pour Semico avec ça. Puis, après ça, j'ai eu une décision à prendre parce que dans ces années-là, Semico a été racheté par Synagri. Et puis, j'avais une décision à prendre pour racheter l'entreprise familiale qui était une fromagerie. Puis, j'ai décidé de la racheter. J'ai été 15 ans à la fromagerie. Parce que chez Semico, c'est là qu'on s'est connus. Oui. Moi, j'avais acheté à terre ici en 2003. Donc, j'ai cultivé ma première année. À l'hiver 2004, c'est là qu'on s'est rencontrés au Salon d'agriculture à Saint-Hyacinthe. Oui. Dans le temps que c'était à l'Auberge des Seigneurs. Absolument. Oui. C'était pas où c'était là. Dans le temps où il n'y avait pas de place. Hey. Exactement. Le stationnement dans un point. Non, c'était assez. Non, ils n'ont pas déménagé pour rien. Exact. Ils l'ont pas défait pour rien aussi, d'après moi. Non, il n'y avait rien. Ça fonctionnait pas. Là. Ah, non. Ben, c'était quand même un départ. Il fallait commencer quelque part, Marc. Là. Oui. Bon. Fait que on s'est rencontrés là, parce qu'un de mes chums de gars, il regardait pour devenir vendeur, Éric Tessier. Oui. Puis là, après ça, c'était un peu par la bande avec lui. Puis là, t'étais là, fait que on s'est comme laissé convaincre d'une certaine façon. Fait que là, on avait commencé à en parler là, puis
durant l'année, à un moment donné, je suis comme devenu... On avait eu une belle relation. Là. Ça avait été un bon contact. Puis toi et Eric, d'ailleurs, Eric, je l'ai comme client aussi aujourd'hui. OK. Ça a été vraiment des belles expériences qu'on avait vécues. Puis ça a été facile de revenir avec vous autres. Là. Oui. Ça a été, ça a toujours été plaisant de travailler ensemble. Là. Mais Eric, tu sais, c'est un maudit bon gars. Mais bon, t'as dit pas drôle de travailler avec des tracteurs achetés. Il y a des ronds de boîte partout. Non, c'est pas vrai. Il doit t'écouter, lui, hein? Les oreilles vont ici. Mais c'est ça, on a commencé à travailler là parce que c'est vrai que pas longtemps après, j'ai fait peut-être 1 ou 2 saisons. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben justement, c'est ça. Snagry avait racheté Semico parce que Semico avait il était déjà détenu à 50% par Nutrit, je crois. Dans ce temps-là, je pense que oui. Il y avait des parts, en tout cas, là-dedans, mais ça a été finalisé, l'entente, ça a été racheté complètement par Synagri, là. En tout cas, Nutrit qui était là puis qui ont été transformés, je pense, par Synagri. Là. En tout cas, il y avait une grosse transaction qui s'en venait, puis je devais prendre une décision. Puis c'est là que j'avais racheté l'entreprise familiale. Là. C'est ça. Ben moi, je suis parti de là, dans le fond, de chez Semico, parce qu'ils perdaient l'agence Highland, puis c'était l'Agrocentre qui ramassait l'agence Highland. OK. Fait que j'ai vendu 1 année pour l'Agrocentre. OK. Puis c'est là que ça avait terminé. Là. Ouais, mais par ça a duré quoi, Highland? 2-3 ans? Après ça, c'était racheté par Mycogen. Ouais, c'est Mycogen qui avait racheté ça. Après, c'est devenu Darcy. Après ça, c'est... Écoute, Dar puis Dupont fusionnaient tout ensemble. Puis après ça, ils ont séparé toute la semence qu'il y avait anciennement Darcy, qui est devenu Brevet, Pioneer d'un bar. Corteva. Fait que, ouais, ça qui est de Corteva, qui est un peu le consortium de tout ça. Exact. Non, il y a eu vraiment une escalade de vente et de transfert. Fait que ça a été vraiment une période peut-être plus difficile. Puis pendant ce temps-là, j'en ai profité pour reprendre l'entreprise familiale, une fromagerie. Fait que je restais toujours dans l'agroalimentaire. J'ai toujours aimé ça. Ça, c'était à Actonville. Actonville. T'étais dans le centre d'achat, je pense. Exact. Mais 15 ans plus tard, le centre d'achat a décidé de vouloir me relocaliser. IGA était propriétaire du centre d'achat, puis ils ont voulu me sortir du centre d'achat. Fait que fallait que je me relocalise, puis ça me tentait pas d'investir des gros montants. Fait que j'ai décidé de revenir en agriculture, puis c'est là qu'on s'est rencontrés, encore une fois, dans le salon de l'agriculture. Mais dans les nouveaux bâtiments. Dans les nouveaux bâtiments. Et écoute, ça a été vraiment une belle surprise, parce que personnellement, moi, je pensais plus connaître personne après 15 ans. Là, puis écoute, j'ai de 9h aller à 4h le soir, j'ai jamais arrêté de parler aux gens. Des gens que je retrouvais. Et j'ai vraiment adoré ma journée, puis ça m'a parti solide là, pour repartir mon métier. Ben, la fois qu'on s'était vu, je jasais avec Robert Barrette, un ancien de chez Semico, qui est rendu chez Semican. Oui. Parce qu'on était en avant du kiosque de Semican, si je me souviens bien. Oui. Fait que là, tu sais, on était comme 3 anciens de Semico. Oui. C'était vraiment drôle. Puis, tu sais, j'ai rencontré des gens justement de Semican, Marc-André, avec qui j'ai travaillé, que je guidais ou que je conseillais dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, c'est Marc-André qui me conseille dans les semences de céréales. Puis tout. Ça a été vraiment une belle expérience, cette journée-là. Puis j'ai jamais regretté de revenir. Jamais. Ah, et puis Semico va en revenir un petit peu, là, mais eux autres, ils faisaient de la recherche dans les céréales, puis dans le soya, là. Ouais. Il y avait un centre de recherche, puis tu sais, comme le blé Orléans qui appartient à Secan, mais ça avait été développé chez Semico. Ah, il y avait un gros centre de recherche à Sainte-Rosalie. Oui. Puis le soya avait commencé aussi, tranquillement, pas vite, mais les céréales, c'était vraiment leur force. Puis là, ben, Synagri, en achetant, on peut récupérer cette génétique-là. Mais aujourd'hui, ben là, je suis avec Semican. Eux autres aussi ont leur programme de recherche. Là, puis, très, très bonne céréales aussi. Là. On est gâtés au Québec pour les céréales. Il y a des beaux programmes de recherche. Oui, mais là, vois-tu, comme moi, je fais, toutes mes céréales viennent de chez Semican. Oui. J'ai l'âge que je fais, c'est de la AC Connect. Fait que ça, c'est de la Agriculture Canada. Fait que dans le fond, c'est une semence qui est comme publique, mais qui a été rachetée par Semican. C'est un peu ça. Peut-être pour la distribution au Québec. Oui, peut-être, mais ça, c'est une orge brassicole. Oui, c'est une orge de brasserie, oui. Une orge de brasserie qu'on commercialise, que Semican commercialise. On a d'autres orges aussi, l'orge champion, qui, elle, va être plus pour l'animal, je veux dire, pour l'alimentation animale. Fait que, il y a beaucoup de projets de recherche, là, ça continue à se développer. Là. Je sais qu'il y en a un autre qui est supposé de sortir bientôt, là, qui est très, très, très bonne, des bons rendements en vue, là. Puis, tu sais, il y a des affaires qu'on comprend pas, mais tu sais, comme moi,
il y a bien du monde qui font de l'avoine, qui aime bien ça. Moi, je ne l'ai jamais compris, mais j'en ai jamais cultivé. Okay. Moi, c'est de l'orge. L'orge de brasserie. Je ne sais pas pourquoi, j'aime ça. J'aime la culture. Il y a un défi aussi en arrière de ça. Oui. Tu sais, faut que tu ailles la récolter quand même au bon stade pour être sûr qu'elle germe pas sur l'épi. C'est délicat. C'est délicat. Oui, c'est pas... Ça prend un suivi serré. Oui, tu sais, que ce soit l'avoine, le blé ou l'orge, chacun a sa rentabilité à atteindre. Il faut juste la maîtriser. Puis il y a des cultures où on est plus à l'aise que d'autres. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'aligner, là, parce que tu sais, l'avoine, elle coûte pas cher à produire, là, ça prend pas beaucoup d'azote. L'orge, ben là, c'est comme tu dis, c'est un autre défi. Précision, plus précis. Il y en a qui aiment moins ça. Il y en a qui aiment mieux être plus relax que d'être trop être sur le stress, d'avoir le bon timing. Fait que c'est une question du client, comment il se sent là-dedans. Là. C'est bien plus ça. Oui, puis tu sais, avant ça, on faisait des céréales, mais tu sais, les champs, t'as pas trop arrangé. Fait qu'il n'y a pas de rendement là-dedans, tout le temps des rondeaux. Là, à cette heure, c'est plus pareil. Là, les champs sont nivelés. Fait que quand tu rentres dans le champ, c'est sec partout égal. Ça lève égal. Ça lève égal. Ouais. Ça mûrit égal. Exact. Fait que, tu sais, on a une topographie qui est un peu spéciale au Québec. Là, on a des planches faites sur étroites, longues. Ouais. On nivelle. Parce que dans le temps, ça a tout été boulé. T'sais. On fait des planches rondes parce qu'il fallait que ça s'égoutte. On a un problème ici, on a trop d'eau. Fait qu'il faut que ça s'égoutte. Fait que là, les terres avaient été travaillées au bulldozer. On a comme corrigé ces erreurs-là, d'une certaine façon. Ouais. C'est ça qu'on on évolue. On a évolué. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent en agriculture. Là. Moi, je travaille sur d'autres choses qu'on va peut-être parler plus tard, là, mais l'agriculture évolue à vitesse grand V. Puis c'est une bonne chose parce que on sait que en tout cas, nos sols, il y a plusieurs sols qui présentement se dégradent rapidement. Puis on l'a vu avec les gros stress de sécheresse des 2 dernières années. Il y a des sols qui n'ont pas bien performé à cause de ces stress-là. Fait que l'agriculture, c'est la beauté du métier, c'est que tu as tout le temps quelque chose à revenir, puis à apprendre. Puis moi, c'est ce que j'aime de ce métier-là. Là. C'est jamais pareil. Tu connais les 7 pires mots à prononcer quand tu es en affaires? PMO? Les 7 pires mots. Ah, non, vas-y donc. On a toujours fait ça comme ça. Oui, effectivement. Alors, ça, tu restes haut dans le même cadre, tu t'enfonces, tu veux pas. Faut toujours que tu sois à fine pointe de la technologie puis des nouvelles techniques qui s'en viennent. Là. Fait que, non. Moi, je suis motivé comme jamais j'ai été. Là. Ben c'est ça. Tu sais, quand on parle de fine-tuning, c'est pas le nouveau GPS. Là. Non. Les sols... Moi tu sais, dans mon cours à l'ITA, Christian, là, le cours, puis je m'en rappellerai toujours, le cours que j'aimais le plus, c'était les sols. C'est qui ton prof? C'était Dumont. Monsieur Gabriel Dumont, je pense. OK. Non, c'est beau. Super bon prof. Puis c'était intéressant. Puis moi, les sols, j'ai toujours été passionné par la vie dans le sol. Puis là, aujourd'hui, je le vis là, avec les nouveautés qui s'en viennent. Là, le sol est hyper important. Puis j'ai plein de travaux. D'ailleurs, je me suis équipé d'équipements pour faire des nouveaux tests. J'ai des terres pour faire ça. On fait des tests carrément sur nos terrains pour voir comment on peut amener un autre niveau pour diminuer les coûts en intrants. Hyper important, fertilisants, pesticides. Il faut baisser ces coûts d'intrants-là. Oui, bon. Ça, on va y revenir plus tard. Ouais. C'est dans notre liste. Notre liste. OK, la fromagerie d'Actonville, c'est fait. Là, quand tu avais quitté Semico, il y avait ça, la fromagerie. Mais tu travaillais sur un autre projet qui était carrément à l'extérieur de l'agriculture. Puis, ce qui t'a amené aussi une visibilité à l'Aspen verte. Oui, en 2007. Oui, c'était un des rares reportages où ils ne nous traitaient pas de pollueurs. C'est vrai, pareil. Ouais. Mais tout est dans l'approche. Tu sais, tout est dans l'approche que ça soit. Puis l'agriculture, là, c'est pas vrai que c'est pollueur. Ah non. C'est pas l'agriculture qui pollue, c'est de la façon qu'on travaille qui fait qu'on pollue. C'est ça qu'il faut changer. Parce que les arrosages, les pesticides, les engrais, il faut manger. La planète, il faut qu'elle mange. Oui, puis même là, si c'est pas des engrais minéraux, ça va être des engrais organiques. Oui. Fait que même si c'est biologique, le phosphore, il n'y a rien qu'une sorte. Il n'y a rien qu'un tableau périodique des éléments. Absolument. Fait que, le phosphore bio n'est pas moins dommageable pour autant. Non. Fait que, non, c'est ça. C'est ça. Mais tu avais commencé un peu chez Semico, un peu ça à la fin, là. Oui. Des semences vraiment spécialisées pour aller dans le chevreuil. Oui. Parce que toi, tu es un amateur de chasse. Pour la faune, oui. Fait que tu avais acheté des terres à bois, tu avais un petit bout de terre cultivée que tu cultivais, dans le fond,
pour nourrir ton chevreuil pour la chasse. C'est un peu ça, là. Puis c'était plus que ça. Déjà, dans ces années-là, on avait vraiment des problèmes de densité de chevreuil. Là. Écoute, j'ai vu des champs de soya ravagés, là, être à 6 pouces de haut à l'automne, puis 0,2, 0,3 tonnes de rendement. C'était ravagé par les chevreuils. Il y avait vraiment beaucoup trop de chevreuils. Puis déjà, à ce moment-là, on commençait à trouver l'importance de peut-être avoir des stratégies pour diriger le chevreuil ailleurs que dans les champs agricoles. Et les champs nourriciers étaient une solution. Fait que j'avais fait 3 formations aux États-Unis avec des biologistes là-bas, puis des gars là, qui étaient justement dans ce domaine-là. Puis mon chum est une entreprise en fonte, en technicien de la fonte. Fait qu'on a fait beaucoup de recherches pendant plusieurs années. Puis d'ailleurs, on est arrivé avec des résultats vraiment impressionnants. Il y a plein de techniques qui fait qu'on peut sortir le gibier. On parle du chevreuil, là, mais il y a le dindon sauvage, il y a le raton laveur, il y a l'ours, le raton laveur, le castor. C'est toutes des espèces qui peuvent avoir des ravages au niveau de la faune. Oui. Mais c'est ça, parce que tu avais des sortes de trèfles que tu parlais. Oui. Là-dedans, pour justement... Puis là, les champs nourriciers que tu as fait versus les champs qu'il y avait autour, pas loin, ça a-tu paru pas mal? Oui. Oui? Ah oui. D'ailleurs, dans le reportage de 2007, si les gens, c'est encore sur Internet, là, vous pouvez aller voir ça. Mais, dans le cloud. Oui, dans le cloud. Fait que, tu sais, l'agriculteur, il voyait un changement. Là. Il voyait un changement qu'il y avait moins de pertes agricoles parce que tout ce que le chevreuil mangeait au pourtour, parce qu'il y avait des sites stratégiques qu'on mettait des champs, aux abords des bois, où le chevreuil est beaucoup plus à l'aise, proche pour pouvoir se cacher. Fait qu'il mangeait là en premier. Fait que tout ce qu'il mange là, il ne mange pas dans le champ. Là. Le chevreuil ne mange pas plus que 5-6 livres par jour. Fait que s'il en a mangé 3 livres, 4 livres dans le champ, sur le bord, qu'il n'a pas allé dans le champ agricole, il va en manger rien qu'une livre ou 2. Là. OK. Fait que tu comprends que la stratégie, c'était vraiment tout cet aspect-là. Fait que là, on travaillait avec des trèfles spécialisés, de la chicorée, des gens qui ne connaissaient pas ça. On commence à le voir là, depuis quelques années, mais la chicorée, c'est une plante qui a été d'abord développée pour les moutons en Nouvelle-Zélande, qu'on a importé pour le chevreuil, puis qu'aujourd'hui, on peut mettre dans les mélanges fourragers pour les vaches laitières. OK. Oui. Ben oui, la chicorée, c'est une plante riche en protéines, très, très riche en minéraux, très digestible. Sauf qu'on ne peut pas le faire en foin sec, on va le faire en ensilage, mais c'est des antioxydants hyper puissants qui rendent la santé du rumen vraiment excellent pour les vaches. Là. C'est une très, très belle plante. Fait que, on a développé aussi, on a travaillé avec des brassicacées. Nous autres ici, les engrais verts, on travaillait toujours avec des moutardes, mais les moutardes, ça lève vite, puis ça fleurit vite. Fait que tu te ramasses des fois avec des graines dans le champ, si tu sèmes tout de bonheur. Fait que là, moi, aujourd'hui, je vais travailler plus avec des choux kale. Des choux kale qui ont 120 jours de maturité au lieu d'en avoir 60 comme la moutarde. Fait que là, on travaille avec des plantes qui feront pas de fleurs, pas de graines, puis qui vont faire plus de volume. Fait que c'est toutes des plantes que j'ai appris à connaître dans ces 15 années de travail-là avec la faune. Puis le chevreuil, il aime le chou kale? Oh, il adore ça. Il adore ça. Le chou kale, quand ça gèle, c'est des amidons qu'il y a dans les feuilles. Quand ça gèle, ces amidons-là se transforment en sucre, ça devient sucré. OK. Et là, il mange ça. Écoute, c'est un ravage. Après une gelée ou deux, là, le chevreuil rentre dans les choux kale, puis il mange ça à côté. Là. Ah ouais? Parce que moi, j'en ai une terre, tu sais, on connaît. Pas tout le monde va comprendre c'est où, mais le déboisement. Oui. Il y en a du chevreuil là-dedans. Hey. Là, j'ai pas aménagé mes bandes riveraines encore. Je les respecte, ils sont pas aménagés. Mais tu sais, ça va être de quoi là, qu'on regardait, parce que même avec... t'as supposé faire des tests avec Agriculture Canada une fois. OK. Parce que le bord de décharge, il a vraiment tendance à se miner. Oui. Là, j'en laisse grand de pas le cultiver, justement, tu sais, pour pas qu'il y ait d'érosion sur le bord, pour pas qu'il y ait du décrochement, des affaires de même. Là. Fait que là, tu sais, je laisse vraiment le mauvais herbe prendre comme il faut là-dedans. Fait que là, tu sais, il y avait peut-être des arbustes à mettre ou, tu sais, peut-être d'autres plantes, justement, juste envoyer le chevreuil là-dedans. Ben oui. Tu sais, là, après une céréale d'automne, on récolte ça fin juillet, début août. Tu sèmes un engrais vert, là, je te donne un exemple d'un mélange, là, un avoine fourragère avec un pois autrichien, avec du chou kale, du radis fourragé, puis un peu de radis. Le chevreuil, il va manger là, à partir du moment où l'avoine puis le pois fourragé lève. Ils vont commencer par manger le pois puis l'avoine. Puis une fois qu'ils vont avoir les premiers gelés, ils vont sauter même qu'ils sautent un peu avant gelé dans le radis. Puis après ça, ils tombent dans le chou kale puis le navet fourragé. Fait que c'est tout le temps qu'ils mangent dans ton engrais vert. Premièrement, c'est comme un pâturage. Ouais. Fait que, ils te laissent du fumier dans le champ.
ils mangent tes plantes. Écoute, ça fait des champs beaucoup plus fertiles. Fait que c'est des belles stratégies qui coûtent pas cher. Tu fais ton engrais vert, tu structures ton sol. Puis on travaille beaucoup comme ça. Là. Ben, juste l'engrais vert, déjà, c'est déjà un gros plus pour fertiliser le sol. Là. Oui, absolument. Absolument. Pour ça ne fertilise pas, mais la fertilité. La fertilité, la vie du sol fait que ton sol est une meilleure fertilité. Là. Oui. Tu sais, moi, l'année passée, j'avais fait le blé, par exemple. Oui. J'ai fait du blé puis de l'orge. Le blé, j'avais laissé à la paille dans le champ. Puis là, tu sais, je vais dans mon sable à l'autre bout, là. C'est un peu plus sableux. Pas pareil, hein? Commence à avoir des cabanes de verre de terre dans le sable. Exact. Puis ça, là. J'ai encore beaucoup de verre fil de fer, par exemple. Oui, mais avec le temps, je te le dis, là, avec le temps, quand tu vas créer cette biodiversité-là dans le champ, tes verres fil de fer vont disparaître. Ta quantité de verre fil de fer va diminuer à un tel point que tu n'auras pas de perte agricole importante. Fait que la biodiversité des sols, c'est de quoi qu'on oublie. Et là, toi, on voit les vers de terre, c'est une chose. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a comme vie qu'on ne voit pas non plus. Là. Non, que ce soit les bactéries, les champignons, écoute, c'est... Les cabanes de vers de terre, quand tu es capable de les voir, de les compter, c'est un indice de ce qu'il peut avoir avec ça. Là. Absolument, parce que les vers de terre, c'est la base. C'est eux qui structurent le sol, c'est eux qui vont faire des galeries pour que l'eau s'égoutte mieux. Si l'eau s'égoutte mieux, mais la vie microbienne se développe, ainsi de suite. Là. Fait plus d'air, plus d'eau dans le sol. Oui, puis là, ta matière organique augmente. Fait qu'eux autres, ils décomposent toute cette matière-là au-dessus. Ça fait une matière organique qui est stable. Ça apparaît sur toute la vie microbienne. Là. Écoute, dans une poignée de main, là, même moins que ça, là, je te parle d'une cuillère à soupe, là, il y a plus d'êtres vivants là-dedans que d'êtres humains sur la planète Terre. C'est tout petit. Oh oui. Tu sais, il y a du monde là-dedans, puis il faut juste s'en occuper, puis présentement, de la manière qu'on fait de l'agriculture, ben ils n'ont pas de nourriture, cette vie-là, fait qu'on il n'y a pas de fertilité du sol. Parce que la fertilité du sol passe par la vie microbienne. Puis ça, on l'a oublié. Oui. Puis, tu sais, faire plus de rotation aussi. Tu sais, les céréales, ça ne donne rien. Moi, après ça, après les céréales, j'applique des bouts. Ouais. Des bouts de Saint-Hyacinthe, entre autres, ou des bouts de papetière, ça dépend. Mais tu sais, c'est trop bien mieux que rien mettre pantoute. C'est clair. Tu sais, tous ces résidus-là ont des produits qu'on peut récupérer ou qu'on peut recycler pour l'agriculture. Puis il n'y a rien de mieux que de la vie microbienne pour recycler ces éléments-là. Puis eux autres, c'est bien plus de l'organique qu'ils ont besoin que du minéral. Là, écoute, ça dépend trop de la vie microbienne parce qu'il y a une partie minérale. Quand tu savais ça que plus de 85% des minéraux passent par la vie microbienne. T'as pas le choix, que ce soit le calcium, le potassium, le magnésium, les oligo-éléments. Au-dessus de 85% des minéraux, il faut qu'ils passent par la vie microbienne. Si tu n'as pas de vie microbienne, tu n'auras pas la même efficacité. Regarde un champ abandonné, par exemple. Il n'y a jamais de carence là-dedans. Non. Il n'y a pas de carence. Puis, as-tu remarqué que des surplus d'eau dans un champ de luzerne, tu n'en vois pas? Même s'il tombe 40 mm de pluie. Là, même si le champ tout croche. Pourquoi? Parce que tu as un système racinaire avec une vie microbienne, des vers de terre, des tunnels. Écoute, tu peux passer de 10 mm à l'heure qu'un sol peut boire à 90 mm à l'heure. Tu passes d'un demi-pouce à 5-6 pouces. Ouais. Puis quand c'est sec, il y a plus d'eau dans le sol parce qu'il y a plus de capacité de rétention aussi. Absolument. Plus ta matière organique est élevée, chaque pourcentage de matière organique t'amène 25 000 gallons d'eau à l'acre. 1%. Fait que c'est énorme. Là. Fait que c'est tous des points qu'on oublie, mais la santé des sols, là, c'est la base de la fertilité. Là. Essaye de ne pas donner de coups de poing sur la table parce que ça résonne dans les micros. Ça résonne dans les écouteurs. Après ça, tu sais, quand on parlait de l'aménagement de la faune pour les chevreuils, tu sais, t'en as parlé un petit peu. Des haies brise-vent, tu sais, il y avait des trucs parce qu'avant d'enregistrer, on commençait à en parler un peu, là, Puis tu m'en parlais, ça fait longtemps que tu m'en parles, écoute, ça fait déjà 3 ans que tu fais affaire ici quand même, là. C'est ça, fait que, tu sais, il y avait, tu m'as parlé de quoi, du chêne blanc. Oui, mais écoute, tu sais, ce qu'on voit dans les haies brise-vent, souvent, ça va être des peupliers hybrides avec des pinettes ou des choses comme ça. Peuplier hybride, je ne sais pas pourquoi que c'est encore conseillé de mettre ça. Quand tu herces, là, tu as tout le temps de la branche dans le vibro.
Ça, puis pas rien que ça, c'est qu'un peuplier hybride, 40 ans, c'est fini. Là. Ah, regarde, il y en a ici de pas loin, là, il y a une petite maison sur ce côté. C'est mon père qui avait planté ça. Ça fait longtemps, là. Il a planté ça en 89, puis ils sont en train de mourir. Ouais. Regarde, tu vois, ça fait 35 ans. Ouais. Fait que, tu sais, un peuplier hybride, c'est 40 ans, faut que tu recommences. Un chêne, puis moi, ce que je conseille, c'est des chênes à gros fruits. OK. C'est du groupe des Blancs. Puis un chêne à gros fruits peut vivre 350 ans. Tu vas passer plusieurs générations avant de retoucher à ça. C'est quoi la différence entre un chêne à gros fruits et un chêne rouge? Tu as 2 groupes de chênes. Le groupe des rouges, dont le chêne rouge qui est à l'intérieur de ça. Tu as le groupe des chênes blancs, que là, tu as le chêne blanc, le chêne à gros fruits, le chêne bicolore, le chêne châtaignier. C'est le chêne du groupe des blancs, c'est que tu as ta production de noix, la floraison est au printemps, puis ta noix, elle tombe à l'automne. Tout le groupe des chênes rouges, ta noix va être prête l'année d'après. Sur 2 ans qu'elle se forme. OK. Tu vas toujours remarquer ça, un chêne rouge, là, tes noix qui sont mûres ne sont pas sur l'année de croissance, sont sur l'année d'avant. Fait que, puis l'année de croissance, tu as toujours les petits bourgeons qui sont prêts pour l'année d'après. Fait que le chêne rouge, c'est sur 2 ans, le chêne blanc, c'est sur 1 an. Parce qu'un chêne rouge, il me semble que c'est une racine pivotante aussi qui est en dessous. Ah, toutes les chênes ont des racines pivotantes. C'est des racines très agressives, le chêne. Quand on dit là, être planté comme un chêne, dur comme un... solide comme un chêne, là, les racines d'un chêne, c'est incroyable comment que ça va très, très profondément dans ça. Parce qu'un trang, ça fait de la racine, ça. Superficielle. Ouais, superficielle. Ça vient vraiment pomper ce qui est dans le champ. Pareil comme un érable argenté. On a une brise 20 là, d'érable argenté. Oui, c'est superficiel. C'est superficiel, puis il y a une baisse de rendement à côté. Moi, vois-tu, j'ai un planteur Siren. J'ai plus d'effet négatif du brise-vent à partir du 4e coup de planteur. Et ça, t'es pas le premier qui m'en parle de ça. À partir du 4e, les 3 premiers sur le bord du brise-vent, j'ai une grosse perte de rendement. T'es pas le premier qui me dit ça. Fait que ça, c'est... Et même là, ça tire, l'arbre tire du jus. Tu sais, quand on prend le chemin, là, tu sais, mon chemin de terre, justement, qui est à côté du brise-vent du voisin, là. Remarque la hauteur du pick-up versus la hauteur du champ. Puis j'ai à peu près 20 pieds pour passer. La coche de hauteur entre les deux. Puis quand tu vas sur le bord du chemin, là, quand tu regardes le chemin, le ministère met de l'asphalte aux 2 ans vis-à-vis de le brise-vent. Parce que ça tire tellement que le chemin descend, fait que le ministère rajoute de l'asphalte. Tabarnouche, je sais. Écoute, moi, je trouve... Il y en a des arbres qu'il ne faut pas utiliser. L'érable argenté, là, tu ne mets pas ça nulle part. Exact. Le chêne, là, puis le chêne à gros fruits, pourquoi? Parce que c'est un chêne que... Il y a des génétiques là, de chêne à gros fruits qui montent en hauteur puis qui font pas beaucoup de branches, qui iront pas, que les branches s'étaleront pas. Un chêne rouge, ça peut s'étaler sur 20-25 pieds. Là, ça va prendre beaucoup de place. Tandis qu'un chêne à gros fruits, il y a des génétiques qui vont monter en hauteur puis ils vont vivre très, très, très vieux. Ils vont te fournir des noix. Puis ça, je te le garantis. Là, un gland de chêne à gros fruits, le chevreuil ne touchera pas à ton maïs tant qu'il va avoir des glands au sol. OK. Oublie ça. Quand on parle de stratégie pour sortir le chevreuil pour avoir moins de pertes agricoles, ben les chênes à gros fruits dans les haies brise-vent, c'est une super stratégie. Puis pour avoir différentes hauteurs dans ton champ, pour vraiment que le vent fasse pas des tourbillons, là, parce qu'on vise, c'est d'avoir des arbres à toutes les différentes hauteurs. Ben, je peux planter des pommiers sauvages, je peux planter des cerisiers d'automne, tu peux planter, tu sais, un cerisier d'automne, ça a une valeur de bois incroyable. Ça produit des fruits que la faune adore. Fait que tu concentres ta faune dans ton haie brise-vent, qui a une utilité, puis en plus, ça va vivre sur plusieurs années, beaucoup plus que des peupliers Vautram. Oui. Puis, tu sais, moi, ce que je fais, c'est tout des bandes riveraines. Ceux qui sont aménagés, des bandes riveraines arbustives que je vais. Oui. Fait que c'est tous des petits arbustes. Là, ceux qui sont morts, je les remplace par du caragagnier de Sibérie. OK. Qui fait de la gousse. C'est une légumineuse. Puis souvent, ces arbustes-là, ça fait beaucoup de fleurs. Ça, les abeilles, c'est excellent. Pas rien pour les abeilles, mais les pollinisateurs. La pollinisateur. Regarde, il n'y a pas tellement longtemps, là, on est au début juin, en fait, là. J'ai eu quelqu'un du sérum qui est venu dans mon champ pour prendre des échantillons de... récolter des taupins. C'est de l'adulte du ver fil de fer. OK. Puis il est entomologiste. C'est Julien Saguet du sérum. Il est entomologiste. Fait que j'ai montré ma bande riveraine, puis là, il y avait une sorte d'arbre. Je me souviens pas, je pense que c'est du viande, mais je suis pas sûr. Écoute, j'ai tellement de sortes dans mes... je les retiens pas toutes. Biodiversité, c'est excellent, Christian. Mais on regardait les fleurs, la quantité pointe d'abeilles. Il y avait
la quantité d'insectes différents qu'il y avait là-dedans. Écoute, il y avait des fourmis, des bourdons, des cirfes, des abeilles. Il y avait des abeilles solitaires. Puis là, on voyait des abeilles solitaires, des tout petites, mais avec du pollen de ses pattes dans l'arrière. Il y avait des punaises, me semble que Julien m'avait dit. Julien connaît ça, mais pas moi. Là. Des araignées. Écoute, il y avait du stock là-dedans. Il y a des couleuvres, il y a des grenouilles, il y a des mulots, il y a des taupes. Là, j'y étais aujourd'hui. Puis là, tu sais, un des problèmes aussi un peu avec la biodiversité avant ça faisait les foins, mettons, à Saint-Jean-Baptiste. Oui. Fait que s'il y avait des oiseaux migrateurs qui allaient nicher dans le foin, il y avait le temps de couver, il y avait le temps de faire les bébés, il y avait le temps de s'en aller avant que les moulins... dans ce temps-là, c'était un moulin là, qui allait faucher. Oh. Mais là, aujourd'hui, au mois de mai, la première... Tu sais, on est au début juin, la première coupe, elle commence à sortir. Fait que tu sais, tu donnes pas grand chance des fois là, à biodiversité d'une certaine façon pour ça. Là. Non, c'est pour ça que mes bandes riveraines essaient de les faire fleurir. Oui. Justement pour aider un peu les oiseaux. Justement, quand je l'ai marché, j'ai vu des oiseaux qui décollaient de là, puis là, je marchais pas dedans, j'étais à côté. Le goglu des prix, c'en est un qui est en grosse perte de croissance à cause de ça. Je suis sûr que tu vas en revoir dans pas long chez vous. Là. Ben, c'est ça. Oui. Puis rien qu'une affaire niaiseuse peut-être à installer dans mes bandes riveraines que j'ai pas faites, un perchoir. Avant ça, il y avait des piquettes de clôture partout. Il y avait des perchoirs, là. Il n'y a plus de perchoirs, il n'y a plus de piquettes nulle part, fait qu'il n'y a plus de perchoirs. Alors, c'est toutes des choses qu'à un moment donné, on se rend pas compte parce qu'on est tellement concentré dans notre métier, mais à un moment donné, on voit plus ces aspects-là qui sont hyper importants. La biodiversité, c'est la chaîne est défaite, là. Bien, on en subit des conséquences au niveau agricole. C'est sûr et certain, parce que toute la vie du sol passe par la biodiversité. Tu n'as pas le choix, ça passe par là. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le choix, c'est fait comme ça. Quand tu comprends le sol, comment que ça fonctionne, tu comprends que ça prend de la biodiversité. C'est ça, tu sais, puis regarde, je commence à en avoir de plus en plus de la biodiversité. Puis j'ai pas du Roundup, mais pas là. Non. Parce que dans les champs, on s'entend que, même un producteur biologique, il fait la guerre aux mauvaises herbes mécaniquement. Fait qu'il n'y aura pas plus de fleurs, puis il n'y aura pas moins de biodiversité là. Moi, c'est la bande riveraine là, que je laisse vraiment là. Je vais peut-être dire de quoi que les agriculteurs vont apprécier, dans le sens que souvent on va dire les agriculteurs polluent, l'agriculture pollue, puis c'est pas l'agriculture qui pollue, c'est la façon qu'on le travaille. Ouais. La pollution provient du travail de sol. Quand on a de l'érosion, là, tes pesticides vont à l'eau, tes nitrates vont à l'eau, ton sol, il y a une mauvaise pénétration de l'eau dans le sol. C'est le travail du sol qui fait que ça pollue. Mais si on trouve d'autres techniques qui fait qu'on ne sera pas obligé de tout labourer tout le temps les sols, il n'y aura pas de pollution en tant que telle. Tout se dégrade. La vie microbienne détruit tout. Ça a été prouvé en Europe. Là. Il y a des études qui se font. Là. Ils étendent des pesticides, puis quand ça sort au bout du drain, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune trace de pesticides qui s'en vont dans les drains et qui s'en vont dans les cours d'eau. C'est tout dégradé par la vie microbienne. Fait que le problème, c'est pas de la façon... C'est plus les techniques de labo qui fait qu'on a de la pollution. Le reste, c'est pas l'agriculture qui est pollueur. Là. Ben, regarde, on prend par exemple Jocelyn Michon. Oui. Il a déjà passé au podcast, puis lui... Il y a beaucoup de vie dans ses sols. Il met n'importe qui au défi. Tu prends une pelle, tu creuses si tu n'as pas de verre de terre. Il paye un super au McDo, mettons. Mais c'est sûr que si tu creuses, tu trouves un verre de terre dans. Ouais. Il y en a qui, je pense que c'était du monde de l'Université de Montréal, sont allés faire des tests chez eux avec le Roundup pour essayer de retrouver de l'AMPA. Okay. Il y a tellement de vie dans le sol que l'AMPA est toute dégradée. C'est clair. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on travaille avec cette vie-là, non seulement on dégrade notre pollution, mais en plus, on récupère... tout est recyclé. Tu sais, là... Rien ne se perd, rien ne se crée. Il n'y a que de la transformation. Pense-y, Christian, 38 milliards d'années de recherche sur la planète Terre. Puis nous autres, on pense changer ça en 100 ans. Ouais. Non. Écoute, moi, je pense que la plus belle chose, c'est qu'il faut commencer à penser à imiter cette nature-là, parce que à chaque fois qu'on l'imite, c'est toujours winner. C'est tout le temps winner, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de l'analyser puis de le limiter. Ben, tu sais, avant ça, on n'était pas équipés pour faire du semi-direct, quoi que ce soit. Fait que là, on avait tous des petits tracteurs. Là, quelqu'un qui vendait ses vaches, on allait dans la production de grains. C'est sûr que sur les champs de foin, il faisait prendre une charrue pour leur virer. Puis on recule dans les années 90, quelqu'un qui faisait du grain, 100% t'allais bourrer. Tout le temps.
Tout le temps. Puis c'était ça. On avait des outils. C'était nouveau. On avait des tracteurs puissants. On avait des ouais, mais je veux dire, on n'avait pas des gros tracteurs. Tu sais, la charrue, ça te permettait d'avoir un petit tracteur. Ouais. Puis parce qu'un chisel, ça te prenait du moteur en avant, là. Ouais. Fait que la charrue faisait la job. Là, elle labourait tout. Ah ouais. Puis on l'a vu avec le temps. Tu sais, on regarde dans la région de Saint-Hyacinthe, c'est des grosses argiles, c'est tout élabouré, puis on le vit depuis 2-3 ans. Il n'y a pas de record là. Des années à 4,3, 4,4 tonnes à l'acre de maïs, c'est pas normal dans une zone 2009. Il y a de quoi qui se passe à quelque part, puis c'est pas l'hybride, c'est le sol. Fait que il faut travailler ça. Puis les gens, ils voient, on le voit, l'agriculture est en train d'avoir un tournant parce que les gens s'enlignent beaucoup plus vers les engrais verts qu'avant. D'ailleurs, le gouvernement... Ça a pris du temps. Oui. Tu sais, moi, j'ai suivi une formation une fois avec Denis Lafrance là, du cégep de Victo. C'est une formation avec le centre régional, une patente de même, en tout cas, je me souviens plus du nom, là. Puis lui, il en parlait déjà, tu sais, de semer du régras dans le plan de maïs. Puis écoute, j'ai suivi ça, cette formation-là, dans les années peut-être 2007-2008, une patente de même. Là. Écoute, puis là, ça a commencé peut-être là 6-7 ans, je te dirais, peut-être le régras un peu plus. Là, ça a commencé à devenir... Non, même... moi, j'ai acheté ma machine en 2012-2013. Fait que là, ça commençait là, dans ces années-là. Là, Écoute, ça a commencé en Europe il y a 35 ans. Peut-être, là, dans les années 90, là, ça a commencé dans ces années-là que cette technique-là a été vraiment mise au point. La problématique a toujours été l'équipement. On n'avait pas des fois le bon équipement pour travailler puis atteindre l'objectif qu'on voulait, puis des fois, on abandonne. On abandonne trop vite. Ouais, des fois, parce que ça coûte de quoi, cet équipement-là? Tu sais, moi, j'en avais acheté un. J'avais acheté mon épandeur. J'étais allé faire un test chez quelqu'un parce qu'il voulait que j'aille l'essayer chez eux. Il voulait l'essayer du régras. Fait que là, j'ai envoyé la facture. Il dit, ouais, ça coûte cher. Ouais, mais moi, ça m'a coûté 4 000 l'essayer. C'était pas... Tu sais, il y a un cheminement à faire, puis il faut pas abandonner parce qu'on le sait que le chemin, faut prendre ce chemin-là. Parce qu'avec on le voit là, avec les changements climatiques, on va en vivre de plus en plus de sécheresse. Tu n'auras pas le choix. Si ton sol est en tout cas, pas cette année. Cette année, ça va super bien, mais attention, ça revient tout le temps. Fait que, tu sais, un sol à 3%... Ça se rebalance. Tu le fais une moyenne sur 5 ans. Là. Tu vas il y a des années secs, il y a des années mouilleuses, des années normales, des années plus chaudes, des années froides. Exact. Mais tu sais, ton année mouilleuse, si ton sol n'est pas en bon état, tu vas vivre d'autres problèmes. Oui, mais tu sais, pas parce qu'il fait chaud que c'est un changement climatique. Et on a gelé cet hiver, là. Non, c'est un ensemble, c'est une moyenne. Sauf que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis qu'on poignait 31,5 degrés un été dans les plus chauds, on capotait. Là, à cette heure, c'est du 34, 34,5. Il y a eu un changement, là, c'est clair. Moi, les automnes, je le vis parce qu'en tant que chasseur, quand j'étais jeune... Ah, mais quand tu étais jeune, là, personne n'entraînait ses bords de fossé aussi. Non, c'était pas pareil. Mais je me rappelle très bien que quand j'étais jeune, la chasse au chevreuil, la première semaine de novembre, vers le 8, 9, 10 de novembre, il y avait de la neige au sol. Aujourd'hui, tu vois plus ça. La neige, elle tombe, là, c'est tôt, vers le 15, 20, 17, 18 de novembre. Ça l'a retardé. Puis le printemps, moi, je le vois très, très bien, là, avec les saisons de trappe, avec les saisons de chasse. Il y a un écart d'au moins 2 à 3 semaines en moyenne. D'une année à l'autre, là, tu vas chercher à peu près 2 à 3 semaines d'écart. Là. Il y a vraiment une bonne différence. Ça dépend. Il y a des années comme 2019 qui te ramènent la moyenne dans le bas. Oui, non, mais moi, on parle de moyenne. Tu sais, quand j'étais jeune, là, 8 années sur 10, je te dirais que le 8, 9, 10 de novembre, il y avait de la neige dans le temps. Aujourd'hui, là... Ouais, mais tu sais, il y en a qui neigent, ça repart, là, tu sais. Ah ouais, mais dans ce temps-là, je te dis, là, j'ai chassé dans 15 pouces de neige, moi. Le 10 de 12 de novembre. T'as plus ça aujourd'hui, là. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, là, de ce que je vois, il y a un changement. On le voit à petite échelle, mais sur une période de 30 ans, on a vu vraiment une différence. Je suis quand même pas jeune, Christian, là. J'ai de l'historique en arrière de la cravate. Ouais, t'as 10 ans de plus que moi. Ah oui. Moi, j'ai commencé l'ITA à 17 ans. Toi, t'en avais 27. Exact. On a 10 ans. T'as 54. Exact. Drette ça. Hein? Tabarnak, pas pire en mathématiques. Hein? 44 plus 10. Puis, y avait-tu d'autres sortes d'arbres, à part que tes chaînes à gros fruits, la chaîne des catégories des blancs? Oui.
y avait-tu d'autres chênes ou d'autres arbres? Ou, écoute... tu as parlé du cerisier, des pommiers. Le cerisier tardif. Le cerisier tardif, qui vient avec très gros arbre, mais qui fait des fruits. Ça, c'est excellent. Ratons laveurs, on allait manger ça à côté de l'automne. Fait que, on le sait, les ratons laveurs, là, on avait fait une étude avec mon chum qui était en fond. Là. Le raton laveur fait autant de dégâts que le chevreuil dans le maïs. Des fois, il y a des affaires, des ronds écrasés, là, ça doit être ça. Là. On l'a évalué, là. On l'a évalué dans les zones où il y a une forte population, le raton laveur fait autant de dommages. Fait que c'est de diriger cette faune-là ailleurs, puis de prendre des gens aussi pour les contrôler, là. Mais le cerisier d'automne, le chêne à gros fruits, des pommiers sauvages, des petits fruits comme le bleuet, faire des bleuets en coraigne là, dans l'allée. Là, parce que comme moi, dans ma bande riveraine, j'ai de l'aronie noire. OK. Mais je vois pas de bébite ni manger ça, par exemple. OK. Mais c'est surette en tabarnak. Ouais, ben c'est sûr qu'il faut... Tu sais, là, quand on fait un aménagement, c'est d'évaluer ces plantes-là. Parce que on s'improvise beaucoup, puis c'est normal, on commence. Mais quand tu connais toutes ces plantes-là, que les espèces ont besoin... puis que tu l'aménages dans cet aménagement-là, écoute, ça a un impact majeur, là, puis tu vas avoir une meilleure biodiversité, mais une meilleure qualité de faune, puis que ça va se répertorier. Là, comme moi, c'était dans le fond, c'était pour les oiseaux champêtres. Ouais. Les premières bandes riveraines, là, pour avoir des fruits pour les oiseaux. Ouais. Ben, sauf que l'affaire, c'est que quand les fruits deviennent mûrs, les oiseaux champêtres sont partis. Le timing n'est pas bon, mais on appelle ça de l'ajustement. Fait qu'à un moment donné, c'est des choses, des fois, que tu peux remplacer par d'autres fruits. Il y a plein d'arbres à fruits là, qui c'est super bon pour les oiseaux, qui va manger des insectes aussi durant l'été, qui est super bon pour contrôler comme prédateurs là, dans les champs. Là. Fait que, ben, vois-tu, il y a que mettre des cabanes à hirondelles. Ouais. Des cabanes à hirondelles bicolores. Ouais. Là, tu amènes un prédateur pour les insectes volants. Oui. Tu sais, ça va pas. Moi, c'est en 2016, 2017 que j'ai comme appris ça, que ça existait des oiseaux champêtres, première des choses. Tu sais, moi, avant ça, les oiseaux que je connaissais, c'était les oies, les outardes, les joncs. Mais ça s'arrêtait pas mal là. C'est la beauté de l'agriculture, Christian. T'apprends à tous les jours. Ben oui, c'est ça. T'as pas fini. C'est ça. Ben non, j'ai pas fini. Non, t'as pas fini. Tu vas en apprendre encore. Puis ce que j'avais aimé, la première fois, j'avais acheté des cabanes un peu cheap là, chez Canac. Ouais. Installe ça, vis ça sur un arbre. Le lendemain, Calvas, c'est quoi ça? Les hirondelles qui tournent autour. Puis là, il y avait 3 hirondelles qui tournent autour. On dirait qu'ils marchent en trio, aux autres. Puis, un moment donné, il y en a une qui s'était posée à la cabane. Tu sais, je m'étais mis proche. J'ai essayé de prendre une photo, puis c'était vraiment une hirondelle bicolore. J'ai dit, tabarouette. Elle vient juste de la mettre. Ils l'ont déjà spoté. C'est le fun, là. Puis ils ont un rôle important. Plus qu'on pense. Fait que, tu sais, là, on parle d'hirondelles, mais il y a comment d'espèces comme ça? Il y en a plein. Ah non, il y en a plein. Il y a plein d'espèces là, qui jouent tous un rôle important. Fait que... C'est parce qu'eux autres, ils ont besoin d'un trou pour nicher. Ouais. Fait que, tu sais, un arbre mort, là... On n'a plus ces habitats-là. C'est tout aussi important qu'un arbre vivant. C'est clair. Parce que là, il y a des trous dedans, les oiseaux peuvent aller nicher. Il y a d'autres oiseaux qui ont besoin d'aller picasser dedans pour aller manger les bébites, tu sais. Oui. Il y a un écosystème autour d'un arbre mort. Fait que là, en enlevant tous les arbres morts, ben on n'a plus d'arbres sur le bord des champs, là, tu sais. Maudite nuisance, pareil. Ouais, mais tu l'as dit, Christian, il n'y a rien qui se perd. Ah non, c'est ça. Il n'y a rien qui se perd. Tout est récupéré. Un arbre mort. Tu sais, là, je donne souvent l'exemple à mes agriculteurs. Une forêt, là, tu regardes une forêt là, comme c'est luxuriant, là. On n'a pas mis d'azote là-dedans. Ah non. Elle sort d'où, l'azote? Elle sort du fait que les branches tombent, les feuilles tombent, c'est du carbone qui nourrit la vie microbienne, qui, elle, va fertiliser à partir d'excréments, va amener l'azote qu'on a besoin. Puis la vie fait en sorte que tout se fertilise de façon autonome. Oui, puis écoute, il y en a du ver de terre. Quand tu te promènes dans un chemin, là, t'envoies de la cabane de ver de terre avec des feuilles, là. Oui. Fait que les vers de terre, eux autres, veulent pas. Oui. Là, on parle de vers de terre, mais il y a les champignons. Les champignons ont un rôle majeur avec les mycorhizes, les bactéries. Écoute, c'est fascinant de voir ça. Fascinant. Oui. Ben, on l'oublie, mais c'est vrai. Pourquoi on n'a pas le limité? Tu sais, ce qu'on vit dans la forêt, pourquoi qu'on ne pourrait pas l'amener en agriculture? Un peu comme la permaculture. T'sais, moi, j'essaie de faire un peu plus du semi-sous-couvert végétal. Ouais. Ça marche pas tout le temps à tous les ans, parce que là, on n'est pas setupé pour non plus. Mais là, tu sais, comme l'épandeur que j'ai acheté en Cuma, je ne l'ai pas acheté, c'était en Cuma. C'est vraiment pour ça. C'est pour appliquer
à défoliation du soya, tu sais, des mélanges, ou de l'avoine, sec, ou juste du seigle, ou, tu sais, justement, pour avoir de quoi, un couvert végétal l'automne. Puis, tu sais, j'ai des champs, où j'ai 2 champs qui sont en soya. Oui. Là, je vais y mettre du seigle. Puis l'année prochaine, je reviens en soya dans ces champs-là. OK. Là, tu sais, ça fait longtemps que je rêve de tout ça. Je veux voir le seigle se coucher en avant du tracteur. Ça, là, j'ai des photos et des images à te montrer. Ah non, moi, je capote quand je vois ça. Non, moi, c'est là que je vais en voir. C'est là que je vais aller. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas encore toutes ces techniques-là pour être capable de dire que tu as toujours un couvert végétal pour protéger ton sol. Ton sol, là, dans la forêt, là, il ne voit jamais le soleil. Jamais il va voir le soleil. Tu as toujours un couvert de feuilles, tu as tout le temps des plantes, tu ne vois jamais le soleil, tu ne travailles jamais le sol. Tu as toujours une vie microbienne qui vient fertiliser. C'est ça qu'il faut recréer. Imiter la nature, comme je l'ai dit tantôt, là, ben c'est un peu ça. Ben, tu sais, on a des racines vivantes 5 mois dans l'année à peu près. Oui, mais il faut l'augmenter. Tu sais, tu semmes au mois de mai, fait que juin, juillet, août, septembre. Oui. Mi-octobre. Fait que là, on a 5 mois, après ça mûrit, puis là, il ne se passe plus rien. Là, t'as rien d'autre. Là, tu as les 7 mois qui restent, tu n'as aucune racine vivante. Fait que ta vie microbienne, comment elle se nourrit? C'est ça. C'est un des problèmes. Parce qu'il y a une grosse partie, 30% du carbone apporté dans le sol provient de la photosynthèse. Les sucres qui sont transformés par la photosynthèse. Les sucres, S-U-K, c'est ça? Là, c'était un mot que tu m'apprends. Mais tout le carbone liquide transféré par les racines nourrit cette vie microbienne-là. Il n'y a pas de plantes. Avril, mai, il n'y a pas de plantes. Non, c'est ça. Un sec d'automne, quand la neige fond, là, puis qu'il commence déjà à pointer vert, il travaille. Oh oui. Il commence déjà à avoir de la vie microbienne tranquillement. C'est un peu comme le français, je pense que c'est Claude Bourguignon qui s'appelait « Les plantes ont besoin de carbone ». Oui. Il faut rien qu'ils rajoutent du carbone. Fait que, tu sais, plus de racines, plus de... Tu sais, il y en a, c'est pomper du carbone. Non, moi, mais la plante... Pas là, mais tu sais, je veux dire, oui, la plante a besoin de carbone, ça prend plus de racines dans la terre. C'est ça. Mais la plante n'a pas besoin de carbone. La plante... La vie microbienne a besoin de carbone pour nourrir les plantes. Ben c'est ça, c'est un tout. C'est un tout. Mais il faut bien comprendre que ton carbone que tu mets au sol, comme les feuilles, comme les branches qui tombent, va au sol et la vie microbienne se nourrit de ça pour donner les minéraux et l'azote que les plantes ont besoin. C'est un cycle mais il faut juste imiter ça. Il faut prendre, puis c'est pas maîtrisé, là. Je te le dis, moi-même, je suis là-dedans, puis j'en ai encore gros à apprendre. Mais si on vient qu'à maîtriser ça, on va pouvoir couper énormément nos engrais et nos fertilisants. Parce que là, toi, tu fais des tests. Tu sais, tu as ta petite terre à bois. Oui. Où tu as fait ton aménagement de chevreuil. Oui. Tu as commencé à faire des tests parce que tu as acheté une petite sommeuse. Tu sais. Oui. C'est pas tellement gros, mais tu sais, c'est juste pour faire des tests. Exact. Semi-direct. Semi-direct, tout en SVC, en semi-couverture végétale. Tout le temps. Puis là, tu as comme sorti une nouvelle plante que tu peux intégrer avec l'ensilage de maïs, me semble. Oui. Oui, ça, c'est de quoi qu'on travaille gros. Ça, on a eu du succès l'année passée. Tu sais, souvent, les producteurs vont faire une avoine pois, une céréale avec une légumineuse pour avoir un ensilage plus haut en protéines. Un avoine pois, tu peux aller chercher, quand tu es un bon timing, 19,5% de protéines, ce qui est excellent. Le maïs, le problème, c'est qu'on a du gros volume, mais c'est pas riche en protéines. On parle de 8,5% de protéines. Fait que là, j'ai amené une plante que j'ai appris à connaître avec dans mes aménagements à chevreuil, qui s'appelle le Lab, qu'on mixe avec le maïs. Le Lab, L-A-B. Exactement. OK. Exactement. C'est originaire d'Afrique, très résistant à la sécheresse, un haricot grimpant qui monte à travers le maïs. Fait que c'est une légumineuse. C'est une légumineuse. Okay. Une légumineuse qu'on mélange avec notre maïs. L'année passée, on a joué entre 11,2 et 14,4 de protéines. C'est énorme. C'est énorme pour le maïs. Fait qu'imaginez là, d'être capable de faire un volume de maïs ensilage, mais à 12,5, 13% de protéines, c'est excellent. Là. Dans le temps, avec Island, il y avait un maïs ensilage haute protéine. Comment que ça sortait, ça? T'en souviens-tu? 9 max. OK. C'était pas élevé. C'était plus que la moyenne, mais de 1%. Là, on parle vraiment d'un mélange de plantes, parce que là, je suis avec d'autres tests. J'ai d'autres types de légumineuses qu'on va mixer. Mon objectif, c'est de faire un maïs ensilage à 15,5 de protéines. À 15,5, tu peux quasiment nourrir ton troupeau juste à maïs ensilage. OK. Ça deviendrait vraiment intéressant. Là. Tu semé avec le maïs ou entre les rangs? Entre les rangs, comme culture intercalaire. OK. Fait que déjà, on sait qu'il y en a de plus en plus qui font de la culture intercalaire.
Sauf que là, tu fais un maïs en silage avec une culture intercalaire de légumineuses qui vont venir grimper après le maïs. Ça prend un écamper, mais avec un écamper, vous allez ensiler ça, puis ça va être ça. C'est de quoi? Ça fait, je travaille là-dessus depuis 2 ans, là, puis là, cette année, là, on a grain là, en essai. Là. Ouais, j'ai des producteurs, là. Exact. On a un soya fourragé aussi qu'on a importé des États-Unis, qui n'existe pas au Canada. C'est un soya qui peut monter à 6 à 7 pieds de haut, qui ne fait pas de gousse. Il est tellement tardif qu'il ne fait pas de gousse. Il fait des belles grosses feuilles, très riches en protéines, mais en une seule coupe, tu vas aller chercher l'équivalent en rendement de 4 coupes de luzerne. En une seule coupe. Fait que tu sauves du gaz, tu sauves de la main-d'œuvre, tu vas chercher la même qualité de nourriture. Fait que ça, c'est un autre aspect qu'on pense de plus en plus parce que les agriculteurs, ils n'ont pas de main-d'œuvre, puis ils veulent sauver sur les dépenses. Fait que toute l'usure du tracteur, le fioul, ici, ça. Fait que c'est toutes des choses que les gens regardent, puis qu'on a des super, super beaux. On a eu des bons résultats avec ces 2 plantes-là. Ouais, mais avec une plante à 6-7 pieds de haut, là, la fourragère, elle va beugler. Que tu vas tout reprendre ton fioul que tu vas sauver ailleurs. Là. Ah, écoute, déjà l'effet de pas passer plusieurs fois, ça va être déjà bon. Écoute, c'est sûr qu'il y a du volume. Là. Écoute, c'est un soya qu'on parle qu'aux États-Unis, on a atteint pas loin de 10 tonnes de matière sèche à l'autre. Je pense que c'est sommet fort, hein? Pas tant. Pas tant. C'est très, très branchu comme soya. Fait qu'on sème l'équivalent de 140 000 grains à l'autre. Mais c'est très, 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 très branchu, des belles grosses feuilles. Écoute, la feuille me couvre la main. Là. J'ai des bonnes mains. Là. Fait que, tu sais, ça couvre carrément la main. Puis on parle des feuilles qui atteignent des 41% de protéines. Fait que le mélange en tant que tel va jouer entre 20 et 25% de protéines. Fait que la plante est quasiment aussi protéinique que le grain. Il n'y a pas de grain dedans. Non, je sais, mais du grain de soya, ça va jouer dans les alentours de ça, 39 à 45%, mettons. Oui, la feuille est vraiment riche en protéines. Mais tu sais, quand tu prends le plant entier parce que tu l'ensiles, tu vas jouer dans les 20 à 24-25% de protéines. OK, fait que là, la tige vient de dropper ta moyenne par oui, c'est correct. Tu ne veux pas avoir aussi haut que ça, là, ça donne à rien. Là, mais quand tu joues entre 20 et 25, là, avec un gros volume comme ça, puis tu sais, on le sait, là, faire de la luzerne, ça en prend un grain pour avoir du volume. Puis c'est beaucoup de travail. Tandis que là, du soya, ben, tu fais une coupe, puis là, ça te donne, tu récoltes ton soya fin août, ça te donne le temps de faire une belle engrais vert puis préparer ton autre saison l'année d'après. Puis ça, tu mets ça dans le même silo que tu mets ta luzerne, mettons? Oh oui, tu peux. Ben, idéalement, silofausse, c'est ce qui travaille le mieux parce qu'une légumineuse, c'est plus humide. Fait que c'est plus difficile à faire sécher. C'est des gros volumes, c'est plus difficile à faire sécher. Il faut laisser ça au champ 2 jours, 3 jours. Fait qu'idéalement, tu te donnes une chance en ayant un silofausse. Tu sais, souvent, c'est les gros producteurs qui ont des silofausses, c'est eux autres qui vont avoir cette technique-là. Là. OK. Ouais. Bon, c'est parfait. Là, tu travailles, toi, depuis quelques temps, fait pas bien longtemps, chez Agrimarché. Oui. Une compagnie de la Beauce. Oui. C'est le met. Yes. Puis en Beauce, ça boit beaucoup de bière. Tu fournis-tu à la bière? Non, c'est une joke, c'est une joke. Des gars de party. Des gars de party. Non, mais tu sais, non, c'est une farce, Non, mais c'est une bonne compagnie Agrimarché de l'autre. Ah ouais, Agrimarché, c'est familial, hein. C'est M. Brochu avec ses enfants qui travaillent là-dedans, puis c'est de plusieurs générations. Fait que moi, c'est ce qui m'a décidé d'aller pour Agrimarché, c'est cet aspect-là. La philosophie de l'entreprise, c'est vraiment familial. On est là pour les producteurs, on est dans tous les domaines, on est dans la volaille, le porc, les laitiers, on rajette le grain, on vend, on achète le grain, on a tous les moulés. Fait que là, on travaille dans le végétal depuis 5 ans. C'est là-dessus que là, moi, ils m'ont engagé pour... C'est ça, c'est nouveau, ça. Le végétal, ouais, là... Ça fait 5 ans. Parce que moi, j'ai commencé, dans le fond, avec Stéphane Pépin, oui, qui, lui, il était chez Elderoy à Saint-Perpétue. Absolument. Agrimarché a acheté Elderoy, oui, la partie meunerie puis tout le secteur végétal, si on veut. Oui. Elderoy, ça existe encore, mais c'est à la quincaillerie à cette heure. Oui. Puis après ça, Stéphane, il est allé chez Elderoy... Chez Agrimarché. Chez Agrimarché. Oui. Fait que là, j'ai eu Stéphane, après ça, de Agrimarché. Exact. Puis là, tout est rentré là. Fait que... l'équipe grossit, là, tranquillement. Okay. L'équipe grossit, puis... T'as pas payé territoire à te promener, là. J'en ai grand, oui. J'en ai grand parce que, avec mon ancien job, que j'ai connu du monde partout au Québec, dans le fond, j'étais directeur de produits pour ce Mico. Fait que je couvrais très, très grand. Je couvrais de l'Outaouais à la Gaspésie. Fait que je connaissais beaucoup de gens. Fait que j'en ai profité. Fait que je suis allé chercher des clients un peu partout. Puis aujourd'hui, je couvre pas mal grand, mais j'aime ça. J'aime ça faire ça. Oui, mais t'es pas mal dans ton élément dans la vente, là. J'aime ça parler aux gars. Puis j'aime ça, leur amener des
pistes de solutions, puis tu sais, que ça fonctionne. C'est ça qui est motivant. Là. Tu développes une relation avec le producteur qui on devient des amis. Là. C'est vraiment plaisant. Là. Non, c'est ça. Puis là, chez Semican, toi, tu vends... chez Semican, excuse-moi, chez Agrimarché. Oui. Tu vends du Semican. Oui, on vend du Semican. Puis du Décalb. Du Décalb, maïs, soya. Puis William Wood pour les pesticides avec les engrais. OK. Fertilisants. Et puis, on a aussi Agroscent pour les produits comme, le Calpomag puis Proca. Ça, c'est une compagnie de Joliette, je crois. OK. Oui. Fait que tout ce qui est une chaux avec riche en potasse ou riche en magnésium, fait que ça, c'est le genre de produit qu'on vend aussi. Fait que c'est pas mal de distributeurs de ces produits-là là, qu'on travaille. OK. Bon, ben c'est cool parce que, non, à Agrimarché, moi, j'ai déjà vendu du grain à eux autres. Okay. Puis, tu sais, une fois que le voyage est dompé, le soir, tu reçois un courriel, t'as le tonnage, le classement du blé d'Inde, t'as toutes les informations. Là. Puis, on est rendu, là, à Saint-Isidore, on est organisé. Il y a des truckers qui peuvent aller là, même s'il n'y a plus personne en plein milieu de la nuit. Tu peux rentrer, tu as un code, tu t'en vas avec un système là, informatique que tu décharges, puis que tu as une réception par ordinateur comme quoi que tu as déchargé tant de tonnes. Puis tout est automatisé. Puis éventuellement, on s'en vient avec ça à Sainte-Rosalie aussi. On a racheté l'ancien Leblanc et la France sur le bord de la 20. Oui. Éventuellement, on va automatiser. Les deux gros dômes. Là. Exactement. Éventuellement, on va automatiser ça aussi. Fait que ça va devenir hyper intéressant pour les gars de truck. Ils vont arriver en plein milieu de la nuit, puis ils vont pouvoir vider le voyage, puis repartir. Puis c'est vraiment intéressant de voir l'évolution d'Agrimarché. Là, ça va vraiment bien. Tabarouette, ouais, c'est le fun, ça? Oui. C'est le fun? T'avais-tu d'autres choses à nous parler, Luc? Ben, écoute, non, c'est pas mal ça. On a parlé pas mal de tout, les engrais verts et tout. Là, c'est pas, non, moi, je dirais qu'on a fait le tour pas mal. Juste ça, tabarouette. Quand même. Je pense que c'est pas pire. Ben, je veux dire, hey, si les gens veulent en savoir plus, qu'ils m'appellent, puis j'irai les voir. Ça va me faire plaisir. Ouais, c'est ça. Mais là, toi, t'as pas de Facebook pour te rejoindre, là. Oui, j'ai un Facebook, mais tu sais, je suis pas présent Facebook agricole. C'est mon Facebook personnel, là, mais ils t'appelleront, Christian, puis ils te demanderont mes coordonnées. Ça va me faire plaisir d'aller les voir. Il n'y a pas de problème. Hey, Luc, un gros merci d'avoir participé au podcast. Ça fait plaisir. Un gros plaisir. Puis, en tout cas, sur ça, bon, ben, à tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Là, c'est ça qui va nous donner un peu plus de visibilité. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!